Téléphone, GPS, calculatrice, appareil photo, agenda, console de jeu, tous ces outils ne font aujourd'hui plus qu'un dans nos smartphones. Comment les scientifiques sont-ils parvenus à concentrer autant de fonctions dans un si petit objet? Savez-vous que grâce à un matériau révolutionnaire, le graphène, nous pourrons bientôt le recharger en 1 minute à peine? À quoi ressemblera le smartphone de demain? On vous dit tout. Vous souvenez-vous de votre aspirateur d'autrefois? Lourd, bruyant, encombrant. Quels progrès techniques ont permis l'apparition d'outils plus puissants, plus petits et surtout sans fil? Comment de nouveaux moteurs, de nouvelles batteries révolutionnent nos aspirateurs, ventilateurs ou perceuses? Grâce à ces technologies, à quoi ressembleront nos transports du futur? Pour le savoir, Mac Lesguy a testé un drôle d'objet qui devrait bientôt envahir les rues de nos villes. Et vous découvrirez aussi le premier avion 100% électrique. Les premiers téléviseurs pesaient aussi lourd qu'une commode et coûtaient les 2/3 du prix d'une voiture. Aujourd'hui, les écrans sont plats et légers et ils font partie de notre quotidien. Comment ingénieurs et scientifiques ont-ils réussi cette prouesse? Tube cathodique et écran LCD, quelle technologie renferme-t-il? La grande nouveauté en matière de télévision est l'écran incurvé. Quel est son avantage? Vous allez aussi découvrir une télévision qui se roule comme un poster. Bonsoir, nous nous sommes habitués aux smartphones qui font tout, aux appareils ménagers toujours plus performants, à des télévisions aussi grandes que légères. Rien à voir avec leurs ancêtres d'il y a juste 10 ou 20 ans, lourds et peu puissants. Qu'est-ce qui a permis cette extraordinaire évolution que nous réserve le futur? Réponse ce soir dans E = M6. Tour à tour, ordinateur, appareil photo, réveil matin, baladeur ou GPS, les smartphones sont devenus les meilleurs amis de l'homme. Qui se souvient encore qu'il y a 20 ans à peine, un téléphone ne servait qu'à téléphoner? Qu'est-ce qui a permis cette incroyable évolution que nous réserve l'avenir? Vous allez voir comment les chercheurs travaillent à une batterie ultra puissante pour redonner de l'autonomie à nos portables. Reportage de Safar Baroud Métaux et Daphné Demorand. Les téléphones portables, nous en avons presque tous. 97% des Français en sont équipés. Grâce à l'avancée des technologies, ces petits appareils sont devenus de véritables couteaux suisses. GPS, caméra, dictionnaire, comment est-on parvenu à concentrer tant de fonctions dans un appareil pas plus grand que la main? Que nous réservent les téléphones du futur? E = M6 vous dit tout. Claudine, Frédéric et leurs 3 enfants sont tous accros au téléphone portable. Chacun l'utilise à sa manière. Je joue à des jeux et j'écoute de la musique. Envoyer des SMS et appeler. Pour les mails. Je regarde la météo. Je vais sur Internet. Finalement, la petite famille utilise peu son téléphone pour téléphoner. Aujourd'hui, seul 1/3 de nos activités sur smartphone sont consacrées à la communication. Mais la famille de Claudine réalise-t-elle à quel point ces appareils sont devenus multifonctions? Pour mieux comprendre, nous leur présentons une valise. En l'ouvrant, ils découvrent tout ce que peut remplacer un smartphone d'aujourd'hui. Caméra, courrier, GPS, dictionnaire, jeux, livres, musique. Au total, la petite famille découvre plus de 15 kilos d'objets du quotidien. Il y a énormément de choses. Mais ça veut dire qu'on peut retrouver tout ça dans notre téléphone. Enfin, je ne me vois pas marcher avec un dictionnaire dans une poche ou tout ça, alors qu'en fait, le téléphone remplace tout. Pour bien comprendre comment autant de technologies ont ainsi pu être concentrées dans un si petit objet, il faut revenir à l'origine des premiers téléphones portables. Benoît Briat est un expert en la matière. Cette grosse machine est un des tout premiers téléphones portables des années 90. On se rend compte que ça ressemble vraiment à un téléphone fixe. Et pour cause, il ne servait qu'à téléphoner. Et son plus gros inconvénient, c'était son poids, près de 2,5 kg, l'équivalent de près de 2 bouteilles d'eau, contre 140 grammes pour un téléphone actuel. Au début des années 2000, les téléphones perdent en volume et gagnent en fonctionnalité, jusqu'à l'arrivée des fameux smartphones. Les smartphones sont apparus à partir des années 2008, permettant forcément de téléphoner, de prendre des photos, mais la chose la plus importante, c'était de pouvoir avoir un grand écran utilisable avec les doigts. Mais comment ce petit appareil peut-il cacher autant de fonctionnalités? Observons l'intérieur de 2 téléphones portables. À gauche, un modèle des années 2000. À droite, un smartphone nouvelle génération. Regardez, il contient 3 fois plus de puces électroniques que le premier.
Des puces dont les capacités de calcul ont été décuplées grâce à une incroyable miniaturisation. Pour bien comprendre, direction Corbeil-Essonnes où se trouve l'une des plus grandes salles blanches de France. Un endroit strictement interdit au public. Les puces qui sortent de ce laboratoire sont si petites qu'un seul grain de poussière suffirait à abîmer toute une plaque de production. L'air de ce laboratoire est 100 000 fois plus pur que celui de l'extérieur. Pour fabriquer ces puces, des disques de silicium, un matériau issu du sable, sont utilisés comme support. Les puces vont pouvoir y être gravées, comme nous l'explique notre spécialiste Pascal Louis. Ici, sur cette plaque de verre, en fait, vous avez un certain nombre de puces. Donc ça représente un peu l'équivalent d'un négatif de photographie. Donc cette image va être réduite et ensuite projetée sur la tranche, pas à pas, et répétée, et ainsi de suite. Une résine photosensible est d'abord appliquée en couche très fine sur le disque de silicium. L'image de la plaque de verre est ensuite reproduite sur le disque, exactement comme lorsqu'on développe une photo. Après 40 impressions, le disque est prêt. Les puces sont enfin terminées. Certaines puces s'occupent du graphique, du traitement d'image, de l'application. Ici, vous voyez une mosaïque extrêmement petite. Donc sur cette plaque, vous avez environ de 6 à 10 000 puces. Incroyable! Ces puces ne mesurent que quelques millimètres. Les circuits qui y sont gravés sont 700 fois plus fins qu'un cheveu. Et leur petite taille n'enlève rien à leur capacité, bien au contraire. Ces puces nouvelle génération ont une capacité de calcul et de traitement des données 20 fois plus puissante que ceux des puces contenues dans les téléphones de première génération. Chaque année, on a bien sûr des smartphones qui sont de plus en plus performants. Bien entendu, le processeur sont de plus en plus puissants, donc c'est pour ça qu'on commence à avoir des jeux qui commencent à ressembler à des jeux de console de salon. La contrepartie, c'est plus les processeurs sont puissants, en général, plus ils consomment d'énergie. Contrairement à nos anciens téléphones que nous n'utilisions que pour téléphoner, nos smartphones sont sans cesse sollicités pour de nombreuses tâches. Nous passons en moyenne 2h30 par jour à les utiliser. Résultat, nous devons les recharger tous les jours et cependant au moins 1 heure. Pour remédier à ce problème, les chercheurs du monde entier sont en train d'étudier un matériau révolutionnaire, le graphène. Pour en savoir plus, direction Villeneuve d'Ascq dans le Nord, où nous attend Emiliano Palecci, enseignant-chercheur. Le graphène, c'est un réseau d'atomes de carbone disposés en nid d'abeille. L'épaisseur de cette membrane, c'est un seul atome en fait. Chaque atome est lié aux 3 atomes voisins. Il s'agit donc d'un matériau très résistant et à la fois très souple et très élastique. Vous ne le saviez sans doute pas, mais vous pouvez tous faire du graphène chez vous. Il suffit de frotter une mine de crayon sur du papier. Très fin et très résistant, ce matériau a une autre qualité. Même à température ambiante, il conduit parfaitement l'électricité. La preuve sur ces images. Cette plaque de graphène a été chargée pendant à peine 3 secondes. Quand on la branche à une diode électrique, celle-ci reste allumée pendant près de 5 minutes. Pour stocker beaucoup d'énergie, il faut aussi beaucoup de temps pour les charger. Si on n'arrive pas à diminuer le temps de charge, ça ne sera pas quelque chose qu'on pourra utiliser dans notre vie de tous les jours pour recharger nos objets. En clair, une super batterie qui durerait 100 heures ne servirait à rien s'il fallait la charger toute une journée. L'idée, en utilisant la conductibilité du graphène, serait de fabriquer des supercondensateurs capables de se recharger 100 à 1000 fois plus vite que nos batteries classiques. Un téléphone toujours plus puissant, une batterie toujours plus autonome. Quelles surprises pourront bien nous réserver les téléphones portables de demain? Regardez ce smartphone montre, entièrement flexible, même au niveau de la batterie. Comment est-ce possible? Le secret n'a pas encore été dévoilé, mais on sait que ce smartphone, équipé d'une coque en Kevlar, sera étanche jusqu'à 10 mètres. Pratique pour faire des photos sous-marines. Enfin, le smartphone de demain sera entièrement modulable. Sur son squelette, on pourra par un système d'aimant ajouter des modules, un appareil photo, de la mémoire, une seconde batterie, un clavier. Toutes les combinaisons seront possibles. Vous rappelez-vous à quoi ressemblait un aspirateur dans les années 50 ou 60? Nous avons comparé ses performances à celui d'un appareil moderne. La différence, vous allez le voir, est incroyable. Quels progrès au niveau des batteries et des moteurs électriques ont permis cette évolution? Savez-vous qu'il permet de concevoir aujourd'hui des moyens de transport révolutionnaires comme le monocycle à moteur ou l'avion qui ne fait pas de bruit? Reportage de Mario Morelli. Vous souvenez-vous
Souvenez-vous de votre électroménager d'autrefois. Il était lourd et encombrant. Comment ces appareils électriques ont progressivement été remplacés par d'autres beaucoup plus puissants, plus petits et fonctionnant sur batterie. Regardez l'Ifan, le premier avion 100% électrique au monde. Et ce monocycle digne d'un film de science-fiction qui préfigure déjà les transports de demain. Cette scène vous semble issue de l'époque de vos grands-parents? Pourtant, nous sommes bien en 2014, chez C, une décoratrice passionnée par les années 50. Bonjour, je vous ai préparé une petite série d'objets des années 50, des objets électriques. 60 ans plus tard, ces appareils électriques sont encore en parfait état de marche. Donc il fait un peu de bruit. Et le clou de sa collection, c'est cet aspirateur, aussi beau que fonctionnel. Et il fonctionne. Incroyable, remettons en marche l'appareil de nos grands-parents. C'est génial, il fait pas beaucoup de bruit, il fonctionne et en plus, il est super beau. Mais ce bel objet est-il aussi efficace qu'un aspirateur moderne? Pour le vérifier, notre amoureuse des objets anciens a accepté de faire un test comparatif avec un modèle dernier cri. Celui-ci est sans fil, celui-ci a un fil. Celui-ci est plus léger, celui-ci est plus lourd. Nous plaçons sur le tapis des feuilles mortes et de la semoule. Lequel des deux aspirateurs sera le plus performant? Allez, on démarre le test. C'est parti. Donc pour les feuilles. L'aspirateur des années 50 avale sans problème les feuilles très légères. Mais la semoule, bien trop lourde, ne décolle pas du tapis. Maintenant, on va faire le test avec le sans fil. Deuxième essai avec le modèle high-tech et sans fil. En quelques secondes, il aspire tout sur son passage. Ça marche vraiment super, c'est terrible. On a envie de passer l'aspirateur toute la journée. C'est une blague. En 60 ans, on est donc passé d'un aspirateur sur secteur, lourd et peu puissant, à un aspirateur léger, sans fil et surpuissant. Pour comprendre cette révolution technologique, direction l'EPMI, une école spécialisée dans la formation des ingénieurs en électricité. Bilal Amgar est enseignant-chercheur. Il va comparer pour ses élèves un moteur électrique ancienne génération avec un moteur dernier cri, comme celui de notre aspirateur. Vous voyez, les deux moteurs, vraiment, ils ont une même puissance. Mais côté volume, regardez bien. Regardez ma main. Et regardez, si vous prenez le moteur, celui-là, c'est lourd. Effectivement, il pèse 10 fois plus lourd. Ça fait au moins 10 kilos. Et pourtant, ces deux moteurs fonctionnent sur le même principe. Ils utilisent la force électromagnétique. Démonstration. Essayez de voir avec ces bouts de fer, donc, qu'est-ce qui va se passer. On place de la limaille de fer au centre d'une bobine de fil de cuivre verni. Et on l'alimente. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'aimant. On crée un aimant. Voilà, très bien. Au passage du courant, un champ magnétique apparaît. Le fer est attiré. C'est grâce à cette force électromagnétique que les moteurs électriques tournent. Pour bien comprendre, nous allons fabriquer un petit moteur. Une expérience que vous pouvez reproduire chez vous. Il vous faut un support, 2 tiges de métal, 1,70 m de fil de cuivre verni pour la bobine, une pile pour l'alimenter et un aimant. Commencez par fabriquer une bobine d'environ 4 cm de diamètre. Puis dénudez les deux extrémités. Placez le tout dans un support, fixez l'aimant sur la base. Et regardez. Si on fait passer du courant dans la bobine, un champ magnétique va interagir avec celui de l'aimant. Résultat, la bobine tourne. C'est trop bien. Grâce aux électroaimants, on transforme de l'énergie électrique en force mécanique, ce qui permet au moteur de tourner. Mais il y a encore une dizaine d'années, les moteurs électriques présentaient tous un problème. Pour alimenter la partie centrale mobile, on utilisait des connecteurs appelés balais. Et vous voyez, le moteur tourne. Cette alimentation par contact générait des pertes d'énergie et aussi des étincelles. Qu'est-ce que vous voyez quand j'alimente? Donc il y a des étincelles, c'est une perte d'énergie, il faut les enlever, quoi. Et ça réduit le rendement de notre moteur. Donc c'est ça le problème vraiment majeur de ce type de système. Voilà pourquoi sur l'aspirateur dernier cri, on utilise un nouveau type de moteur, sans balai. Ici, un aimant rotatif puissant est attiré par des électroaimants fixes, commandés par une carte électronique. Fini les pertes par frottement. Le moteur tourne à 100 000 tours par minute. Ce moteur plus performant et plus léger, on le retrouve dans de plus en plus d'appareils. Perceuses, robots ménagers, sèche-cheveux, qui sont du coup beaucoup plus silencieux. Un moteur sans balai, couplé à des batteries dernière génération,
C'est aussi le secret d'un bolide futuriste que Mac Lesguy va tester pour nous. Vincent? Oui. Vincent? Mac, bonjour. Bonjour. Ah, je vais me voir passer avec vos amis, c'est absolument extraordinaire, ça fait absolument aucun bruit. C'est 100% électrique. 100% électrique en l'occurrence avec un gros pneu et vous allez pouvoir rouler comme ça pendant 15 km partout en ville. Est-ce que je peux l'essayer? Bien sûr. Chose comme ça, c'est ça? Voilà. Attendez, c'est la première fois, hein, donc je me tiens. C'est ça, comme ça? Voilà. Qu'est-ce que je fais pour avancer? Alors vous vous penchez en avant et la machine Oh, mais c'est extraordinaire! automatiquement déclenche. Fabuleux! Cet engin a été mis au point par des Américains en 2011. Aujourd'hui, il y en a 5000 en circulation en France. Son prix, un peu moins de 2000 €. Avec une vitesse de pointe de 16 km/h, il est capable de monter et de descendre des pentes à 30% et de franchir des trottoirs. Comment? Il embarque dans son unique roue un moteur électrique dernier cri, des cartes informatiques et 2 batteries au lithium très légères. En plus, c'est pas extrêmement lourd, combien ça pèse? Hein? Voilà, donc ça pèse le poids d'un pack d'eau, 11 kg, c'est plutôt léger, vous allez pouvoir l'emmener vraiment partout avec vous. Et on a quand même 15 km d'autonomie. Et c'est puissant, il y a du couple, par exemple, pour monter un trottoir ou pour monter... Oui, une pente. alors vous allez pouvoir essayer, regardez, vous allez essayer de le retenir comme ça. D'accord. Allez-y, voilà. Allez. Et moi je l'allume. Ah, c'est impossible. C'est extrêmement puissant. 2 chevaux vapeur. L'équivalent, voilà, vraiment une puissance énorme pour porter un adulte. Écoutez, on y retourne. J'ai vraiment envie d'essayer. À nouveau. Allez, Hop, hop, hop. Je l'allume. Je monte comme ceci. allez, je vous tiens un petit peu au début et vous allez pouvoir y aller. En plus de son moteur dernière génération, l'autre secret de ce véhicule, ce sont ses batteries légères et à forte capacité. Mais au fait, comment fonctionne une batterie? Réponse avec Kevin, enseignant bénévole dans une association de soutien scolaire. Alors, le secret de la batterie, c'est de transformer l'énergie chimique sous forme d'énergie électrique. Et donc, ça peut être facilement fait avec une petite expérience que vous pouvez faire chez vous, qui consiste donc à prendre un citron, une lamelle de cuivre et un clou zingué. Donc, on va prendre la lamelle de cuivre, on va l'insérer dans le citron, de même pour le clou zingué, et au miracle, quand on la branche sur un voltmètre, on obtient une tension de 0,5 volts. Une tension apparaît. Explication. Le liquide acide du citron va arracher les électrons du cuivre et les transférer vers le zinc. Mais notre pile est-elle puissante? Alors malheureusement, ce qu'on a là, c'est très peu puissant. Et donc du coup, pour l'utiliser dans la vie de tous les jours, et alimenter par exemple un monocycle, il nous faudrait plein, du genre 100 000 citrons. Les batteries du commerce fonctionnent sur ce principe. Mais en fonction des matériaux utilisés, les caractéristiques des batteries changent énormément. On a ici une batterie au plomb qui est donc très lourde, très volumineuse et qui a été donc supplantée par le genre de batterie utilisant la technologie lithium, comme celle-ci, ou encore celle-ci, ou encore celle-ci qu'on trouve dans mon smartphone. Et donc ça, c'est une batterie au plomb qui a la même quantité d'énergie que cette batterie au lithium. Et donc vous imaginez bien que ce serait compliqué d'avoir ça dans ma poche ou pour appeler tous les jours. Voilà pourquoi vous pouvez faire le ménage complet de votre appartement avec un aspirateur sans fil, ou même utiliser une perceuse sur batterie pendant 4 heures. Et c'est d'ailleurs grâce à ces batteries au lithium que l'on vient de construire le premier avion 100% électrique au monde, l'Ifan. Écoutez bien, il n'est pas plus bruyant qu'un ventilateur. Il y a encore quelques années, faire voler cet avion plus de quelques minutes aurait été impossible. Mais aujourd'hui, son autonomie est de 40 minutes avec un temps de charge d'1h30, grâce à des batteries de plus en plus puissantes, comme nous le confirme Didier Esten, concepteur de l'avion. Bon, les grands avantages, c'est uniquement électrique, donc aucun rejet de CO2 dans l'atmosphère. La deuxième particularité et grand avantage, c'est le bruit. La troisième particularité, c'est qu'une recharge va coûter entre 1,20 € et 2 € à l'heure. Sur un avion classique, c'est entre 36 et 48 € de carburant à l'heure. Ce prototype, qui a fait son premier vol d'essai en avril 2014, est amené à évoluer. L'objectif serait dans quelques décennies de nous faire tous voyager dans des avions électriques. Vous l'avez compris, nos objets et véhicules du futur ne seraient rien sans les incroyables innovations techniques des batteries et des moteurs électriques. E = M6, d'autres évolutions étonnantes de nos objets du quotidien dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite.
Les premiers téléviseurs pesaient aussi lourd qu'une commode et coûtaient les 2/3 du prix d'une voiture. Aujourd'hui, les écrans sont plats et légers et ils font partie de notre quotidien. Comment ingénieurs et scientifiques ont-ils réussi cette prouesse? Tube cathodique et écran LCD, quelle technologie renferme-t-il? Dans quelques instants, découvrez une télévision qui se roule comme un poster. Il y a 20 ans encore, une télévision de bonne taille pesait 50 kg, 10 fois plus qu'aujourd'hui, et faisait près d'1 mètre de profondeur. Il fallait 2 personnes pour la transporter. Comment les écrans à cristaux liquides ont-ils permis d'alléger les télévisions en dépit d'écrans de plus en plus grands? Savez-vous que dans quelques années, nous pourrons par exemple rouler nos télévisions pour les ranger, comme on roule un poster? Reportage de Caroline Lemoine. Il y a 80 ans, la télévision faisait son apparition. Et voilà à quoi elle ressemblait. C'était un véritable meuble avec un écran tout petit. Et si en 1950, moins d'1 foyer sur 1000 possédait un téléviseur, aujourd'hui nous sommes plus de 98% à en être équipés. Mais en l'an 2000, elle ressemblait encore à cela. Comment est-on passé d'une télévision à tube cathodique aux écrans plats? Et à quoi ressemblera la télévision du futur? Enquête. Nous avons proposé à cette famille de vivre une expérience hors du commun. Nous avons remplacé pour une journée leur écran plat dernière génération par un vieux téléviseur à tube cathodique fabriqué en 2003. Elle est très grosse, bizarre. Et puis l'écran, il est pas comme sur les écrans plats. C'est un vrai retour dans le passé. Le format d'image, j'avais plus l'habitude. La qualité de l'image aussi, j'ai plus l'habitude. Voilà, l'empattement, j'avais plus l'habitude non plus. Maintenant, c'est vrai que là, retourner à ça, maintenant, ça serait difficile. Une profondeur qui pouvait aller jusqu'à 1 mètre. Ce modèle d'il y a 11 ans pèse 50 kg et mesure 43 cm de profondeur contre 5 kg et 3 cm d'épaisseur pour l'écran plat de notre famille. La différence est énorme. Mais alors pourquoi les anciens téléviseurs étaient-ils si lourds et encombrants? Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'en ouvrir un. Et regardez, s'il y a plein d'électronique à l'intérieur, il y a surtout une grosse pièce de verre que l'on appelle le tube cathodique. Explication avec Philippe Amouroux, spécialiste de l'audiovisuel. Le tube cathodique, qui est l'endroit où se forme l'image, peut se décomposer donc en 3 grandes parties, qu'on va appeler donc le cône de verre, le canon à électrons, qui va permettre d'envoyer le faisceau électronique sur la face avant, qu'on appelle une dalle, parce que c'est une pièce de verre assez épais. Le tube cathodique, c'est comme une grosse ampoule, à l'intérieur de laquelle on a fait le vide. Et c'est pour résister à la pression extérieure que le verre est si épais. 30 kg de verre sur ce téléviseur, l'équivalent d'une fenêtre à double vitrage. Mais au fait, comment se forme l'image dans un tel appareil? Dans une télévision à tube cathodique, l'image se forme grâce à un faisceau d'électrons qu'on envoie à grande vitesse sur l'écran. Explication avec Lionel Jarlan, directeur d'un laboratoire d'essai. Les électrons sortent du canon, à l'intérieur du tube. Ils traversent le vide qui se trouve dans le tube et viennent frapper ce revêtement qui va constituer l'écran, qui est du phosphore, vous voyez ici. Et le phosphore, en s'excitant, émet de la lumière. Donc, le canon va balayer les lignes qui vont constituer l'image, à très grande vitesse évidemment, et vous allez voir l'image se former, une image lumineuse de l'autre côté. Il faut 1/50e de seconde pour qu'une image se forme. C'est vertigineux. Et cette très grande vitesse est indispensable pour permettre à notre œil de voir une image complète. Regardez ce que l'on verrait si l'on ralentissait le balayage. Et vous allez voir que c'est pour permettre ce balayage que les vieilles télévisions sont si profondes. Le canon est fixe, il n'est pas mobile. On a des bobines qui se trouvent placées autour du tube ici, qui vont permettre par des champs magnétiques d'orienter le passage des électrons et leur trajectoire à l'intérieur du tube. Pour que ce faisceau puisse balayer l'écran entièrement, il est dévié grâce à des aimants situés ici, de chaque côté du canon à électrons. Il faut donc que ce canon ait du recul par rapport à la dalle. La grande révolution en matière de télévision, c'est donc l'abandon du tube cathodique et la création des écrans plats. Aujourd'hui, ils équipent la majorité de nos foyers. Les écrans LCD fonctionnent grâce à des milliers de petits cristaux liquides qui fabriquent l'image. Mais attention, ils n'émettent pas de lumière. Voici ce que l'on verrait sur une simple dalle LCD. Pour que l'image prenne vie, il faut une technologie que l'on ne soupçonne pas, la présence d'un mur de néon. On voit ici un ensemble de néons, de petits néons, du même style que ceux que vous avez dans vos éclairages d'appartement. Sauf que bien sûr, ils sont beaucoup plus petits, ce qui fait qu'ils ont besoin de très peu d'énergie
pour fonctionner. Donc ces pixels vont être ensuite activés, hein, tous en même temps, hein, comme une photographie un petit peu, hein, et vont faire apparaître l'image sur l'ensemble de la dalle. Dans un écran plat type LCD, les points de l'image sont allumés simultanément. L'image se forme d'un seul coup, un véritable gain pour la qualité. On n'a plus cet effet de balayage, hein, l'éclairage il est permanent, hein, et à ce moment-là, on a un petit peu un effet photographique, hein, ce qui fait qu'on n'a plus de clignotement, on n'a plus de lignes visibles sur l'écran. Tube cathodique, écran plat, quelle sera la prochaine révolution en matière de téléviseur? Vous pensiez que la qualité HD était le nec plus ultra? Vous n'avez encore rien vu. Rendez-vous avec Nicolas Ferry, directeur marketing chez un grand fabricant de télévision. Donc là où vous aviez un pixel sur une télé Full HD, vous allez avoir 4 pixels sur une télé UHD. Donc ça signifie beaucoup plus de nuances de couleurs, de contraste et beaucoup plus de précision dans l'image. Comparons les deux images à la loupe. Voici deux catégories de pixels. À gauche, un pixel HD, à droite, un pixel UHD. Pour la même surface, il y a 4 fois plus de pixels qu'à gauche. Et plus il y a de pixels, plus l'image est définie. Vous allez voir, la différence est énorme. Alors qu'à gauche, l'image HD est pixelisée et les voitures à peine visibles, à droite, l'image est beaucoup plus fine et détaillée. Et sachez que d'ici quelques années, les écrans auront 16 fois plus de pixels que les télévisions actuelles. Avec cette qualité d'image accrue, très haute définition, on peut faire des écrans très grands. Mais nos yeux ne seront alors plus à la même distance du centre et des bords de l'écran. La solution, des écrans incurvés. Pour créer un écran incurvé, il faut une dalle suffisamment flexible. C'est une sorte de plastique un peu plus évolué qui permet justement d'avoir une dalle complètement incurvée. On est quand même sur une dalle LCD classique, puisqu'on a un rétroéclairage sur le produit. C'est la limite. Ici, l'écran en plastique est beaucoup plus souple que nos écrans plats classiques. Mais il nécessite un rétroéclairage qui rend notre télévision encore très rigide. Mais sachez que les scientifiques sont déjà en train de mettre au point des écrans totalement flexibles. Regardez, c'est incroyable. Voici un écran qui se roule comme une feuille de papier. C'est peut-être à cela que ressemblera la télévision du futur. Mais comment une telle prouesse est-elle possible ? Dans les nouvelles technologies, les dernières télévisions qui sont faites avec des films qu'on appelle OLED, qui contiennent leur propre éclairage. Le pixel fabrique la couleur et l'éclairage simultanément. Donc j'ai même plus besoin d'avoir cette épaisseur derrière qui est la boîte à lumière pour fabriquer mon image. En clair, dans le futur, grâce à l'OLED, la télévision ne sera plus qu'un film plastique qu'on pourra rouler dans sa poche ou dans son sac et même accrocher au mur comme un poster. E=M6, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve dimanche prochain. Passez une très bonne soirée sur M6, bien sûr. Au revoir.